Il y a trois notions de base là qui sont super importantes pour la vidéo qui va suivre. Il ne faut pas confondre un beau rabot, un rabot et un beau rat. C'est pas du tout pareil. Sachant que le dernier est quand même vachement plus sexy, quoi. Faut être honnête. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Alors, pour ceux d'entre vous qui vivraient dans une grotte, on revient tout juste du salon Habitat et Bois à Épinal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant le salon Habitat et Bois, j'étais sur le stand de Michel Oriou, des forges Oriou, donc vous savez, les râpes piquées-main qui sont faites à Saint-Juéry, donc les forges de Saint-Juéry, la forge de Saint-Juéry, j'allais pas dire des bêtises, je vais me faire engueuler par Michel, moi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur ce stand-là, vous pouvez venir essayer des outils à main. Donc il y a des scies japonaises, il y a des rabots, lignée Sun notamment, il y a des Eckert, vous allez voir qu'on va en parler. Il y a aussi du matériel d'affûtage que vous pouvez tester, etc., avec plusieurs marques. Je vous mets l'URL du site des Forges Oriou de la Forge Oriou dans la description. J'y tiens, moi. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce qu'on va parler de certains produits qui sont dispo là-bas, donc si vous voulez faire un petit tour. Donc j'étais sur ce stand-là, j'ai fait des petites emplettes, ça on va en parler plus tard, parce que qu'est-ce que vous voulez? Des fois on n'est pas raisonnable. Et je pense que ne pas être raisonnable, c'est la meilleure façon d'exister. Et donc, sur ce stand, c'est sympa, on peut essayer des rabots. Et puis évidemment, il y a des gens qui veulent acheter des rabots, et la question qui se pose quand on veut acheter un truc qui est bien, c'est combien ça coûte? Et évidemment, quand on vous dit oui, ce rabot-là, il fait 600 euros, alors pour vous donner une idée, il y a un rabot qui est parti à 850 euros. Pas parce qu'on les vend le plus cher possible, mais parce que c'est son prix. Alors je sais, oui, ça a augmenté, il y a l'inflation, il y a le coût des matières premières, il y a la demande, il y a tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est assez cher, mais c'était déjà très cher par rapport à d'autres rabots. Alors dans cette vidéo, je fais un truc que je fais rarement. Je vais comparer ces deux rabots. Alors, pour vous donner une idée du tarif, ça, c'est un rabot qui vaut entre 500 et 600 euros, on va dire. Je vulgarise vite fait, enfin je caricature vite fait le truc. Et ça, c'est un rabot, alors là, c'est un Bailey. Mais si, donc Stanley, Bailey, on va dire que c'est des coûts et des fabrications qui sont à peu près équivalentes. Et celui-ci là, en neuf, si vous allez par exemple sur le site de Contorion, vous allez le trouver aux alentours de 120-130 euros. Donc on est sur des rapports de prix où on est 5 fois plus cher ici, 120 euros x 5, ça fait 600 quoi. Alors, c'est des ordres de grandeur, ça peut varier, mais c'est pas le sujet qui nous occupe. Ce qui nous occupe, c'est pourquoi j'achèterais un rabot qui vaut 5 fois plus cher que l'autre. Et je pense que c'est une question intéressante à laquelle il faut répondre. J'ai eu cette question de la part de beaucoup de clients, et finalement, vous allez voir que les explications ne sont pas très très compliquées. Un petit café du matin, ça fait du bien. Et on va passer juste les deux en revue. Alors, pour la petite histoire, et avant que je me fasse houspiller dans les commentaires, ça c'est un Bailey que j'ai racheté d'occasion et sur lequel j'ai refait les poignées. Alors, j'avais pas les sections que je voulais en frêne à cette époque-là, donc elles sont un tout petit peu fines, mais c'est pas mal, et puis ça fonctionne bien. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Le premier point qui est vraiment important, c'est la géométrie du rabot. Quand vous achetez un rabot chez Lie-Nielsen, par exemple, alors je parle de Lie-Nielsen parce que j'ai des rabots Lie-Nielsen, je parle de Bailey parce que j'ai des rabots Bailey, je vais parler de Record parce que j'ai des rabots Record, et de Stanley parce que j'ai des rabots Stanley. Je ne parlerai pas des autres marques. J'anticipe déjà les commentaires où on va me dire oui, mais qu'est-ce que ça donne avec un série D, avec un je sais pas, avec un Jouma, avec un Quanchen, sachant que les trois marques que je viens de vous citer sont fabriquées au même endroit, à quelques variantes près, c'est les mêmes rabots, c'est la même qualité de fabrication.
c'est pas mal, mais il y a des mais. Mais en tout cas, on va essayer de justifier quand même la différence de prix entre les deux rabots. Donc la première chose qu'il faut vérifier, c'est la géométrie du fût. Et même si je peux difficilement vous le montrer à la caméra, dès lors qu'on parle d'une marque comme Lie-Nielsen, on a une géométrie de fût qui est nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un équerrage parfait de ma semelle par rapport à mes joues. C'est extrêmement important, notamment dans le cas où on s'en servirait par hasard pour recaler, mais dans pas mal d'autres situations. Et si vous allez par exemple chez Stanley, c'est un petit peu plus la loterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, celui-ci est pas mal, même si, et je sais pas si on va pouvoir le voir, mais on a quand même un petit défaut au niveau de la semelle. Je vais essayer de vous trouver une solution pour vous montrer ça, pour vraiment que vous voyez bien. A priori on voit, et si je plaque bien mon équerre, vous allez voir que ici, là, vous voyez, alors, attends, bouge pas, j'essaie de faire ça bien, donc là, hop, tac, je descends mon équerre, et en fait, et ben, vous voyez, je suis pas tout à fait d'équerre. Avec l'autre, je peux pas faire ça. Alors là, vous allez me dire que je cherche la petite bête. On est d'accord. Donc si je prends celui-là, et je l'ai justement vérifié hier, je disais donc, je m'étais trompé entre les deux, ben là, carrément, à l'œil, on voit que sur la partie gauche, j'ai quasiment 3/4 millimètre. J'ai presque 1 millimètre. Hein. C'est pas 1 millimètre, faut pas exagérer, mais je les ai presque. Et sachant qu'il n'est pas tombé ou quoi que ce soit, hein, ce rabot. Et alors là, si je prends ce petit rabot à main là, donc sur cette partie-là, ça va. Et si je vais sur la partie d'en face, ben, là aussi, j'ai un défaut d'équerrage qui est assez important. Ouais, je vous le montre, c'est un petit peu compliqué à montrer. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, au niveau de la géométrie des rabots, c'est un petit peu la loterie. Quoi qu'il en soit, si vous en achetez d'occasion, soyez très prudent par rapport à ça. Et si vous en achetez en neuf, eh ben, vous verrez que sur des défauts d'équerrage comme ceux que j'ai mentionnés, qui pour moi sont rédhibitoires, vous aurez beaucoup de mal à faire valoir vos droits à la garantie par les différents distributeurs, notamment si vous allez vous amuser à acheter par exemple sur Amazon, etc. Alors sur Amazon, évidemment, ils vont vous le reprendre, puis ils vont vous en renvoyer un autre, mais encore une fois, il va falloir jouer un petit peu là-dessus. Donc au niveau de la géométrie, et puis même de la planéité de la semelle sur la longueur, on est vraiment sur des fois des défauts qui peuvent être importants. Et là aussi, j'ai un creux, et ça ne veut pas dire que j'ai faim, au niveau du milieu de la semelle. Et ce creux là, alors là aussi c'est des choses qui sont très difficiles à montrer à la caméra, mais il existe, hein. J'ai à peu près 1,5 mm de creux au niveau du milieu de la semelle, et ce creux là, il est très difficile à enlever. Il faut rectifier la semelle, c'est assez compliqué, il faut des machines que moi j'ai pas, et que rarement vous avez. Voilà, donc cette géométrie là, elle est importante. Dans une entreprise comme Lie-Nielsen, on est sur de la fonderie d'assez haute qualité, qui est rectifiée et sur lesquelles on a vraiment des géométries impeccables. Encore une fois, sur des rabots, que ce soit d'occasion, chez Stanley, Bel, Record, etc., ou en neuf, c'est un petit peu la loterie aussi. On n'est pas du tout sur la même qualité de fabrication. Après, il y a aussi les épaisseurs des matériaux qui comptent. Ça paraît pas grand chose, mais là, j'ai 5 mm d'épaisseur sur cette partie-là, et ici, je suis plus proche des 6. Donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais j'allais dire, là, pour le coup, on est comparable quand même, parce que selon les endroits, voilà, on va avoir des géométries qui sont approchantes. C'est la partie la plus visible, enfin la plus subtile de ce qui différencie les deux rabots. Vous allez voir qu'il y a des choses beaucoup plus visibles et beaucoup plus tangibles en termes de différence. Pour moi, un élément qui est extrêmement important dès lors qu'on parle d'un rabot d'établi ou n'importe quel rabot, c'est le groupe de coupe. Alors vous allez voir que c'est
le plus important, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut corriger pour des budgets, j'allais dire, encore à peu près raisonnables. Vous voyez d'autres différences, mais on va en parler après. Et là, c'est carrément flagrant. C'est-à-dire que là, si vous comparez les deux, alors même si là, c'est un petit peu oxydé, mais ça, on va dire que c'est l'âge du rabot, on n'en parle pas. Hein. Si vous comparez les deux, ici, si je fais l'épaisseur totale de mon groupe de coupe, vous allez dire qu'est-ce qu'il a avec ses épaisseurs, lui. On est à 7 mm au total, et là, si je fais l'épaisseur totale, eh ben, on est à 4,5. Bon, 4,2. Bref, c'est pas la joie. Alors pourquoi je vous parle de ça? On va rentrer après dans le détail hein, des deux groupes de coupe. Groupe de coupe, c'est l'ensemble fer plus contrefer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus vous allez avoir un groupe de coupe qui est épais, et plus vous allez contrer la problématique des vibrations. Donc ça, c'est vraiment très très important. On va aussi parler de la géométrie, du contrefer notamment. Et il se trouve que j'ai un fer de rechange neuf pour les Stanley. Alors c'est pas pour des numéros 6 ou des numéros 5, celui-ci c'est pour un numéro 4, mais ça change pas le problème. Donc il a déjà été un peu utilisé, j'avais acheté ce fer de rechange là, et si je mesure l'épaisseur de mon fer, bah, même sur du neuf, je suis à 1,9 mm. Donc c'est pas beaucoup je trouve. Là où, quand j'achète un rabot neuf chez Lie-Nielsen, on a un fer qui fait 4,5 mm d'épaisseur. Et l'épaisseur du fer, bah, comme je vous le disais, ça stabilise complètement la coupe, ça diminue les vibrations, et c'est très important dans le confort d'utilisation, et puis dans le résultat de coupe qu'on va obtenir. Ensuite, si vous regardez bien, ici au niveau du contrefer, vous avez un contrefer là, vous voyez, qui a une forme un peu particulière, qui vient refaire un genre de creux. Et le problème qu'on a avec ça, déjà le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de tournevis. Je mets les fers de côté, et je vais vous comparer un petit peu les deux contrefers. Donc là déjà j'ai une épaisseur de contrefer qui est largement supérieure. Ça c'est important parce que si le contrefer est trop élastique, vous avez les copeaux qui viennent se prendre entre le fer et le contrefer. Ça fait du bourrage au niveau de la lumière du rabot et c'est très très difficile à utiliser. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un rabot Lie-Nielsen, de base vous avez un contrefer qui est correctement usiné et surtout dont la partie qui est là est rectifiée. Et c'est cette partie-là qui est en contact avec le fer et qui vient vous permettre de régler un découvert relativement finement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important vraiment pour le bon fonctionnement du rabot. Là, vous avez généralement une partie qu'on est obligé de reprendre. Là, j'ai largement reprise hein, au papier de verre pour avoir quelque chose d'efficace. L'épaisseur de matière qui est en contact du fer est largement inférieure. Et encore une fois, cette forme-là fait que vous avez une élasticité due notamment à la faible épaisseur du contrefer qui vous crée parfois des problèmes de bourrage au niveau de la lumière, comme je l'ai dit. Donc ces parties-là, c'est vraiment important. C'est les parties qui sont au contact de la matière. Donc c'est vraiment, j'allais dire, le point névralgique quand on travaille avec un rabot. Donc ça fait partie des choses qui font le prix d'un rabot, puisque bah, ça coûte plus cher de faire des pièces plus épaisses, ça coûte plus cher de les usiner, de les rectifier, que de faire des emboutissages et des choses comme ça qui sont plus rapides à faire industriellement, mais qui nous font un travail de moins bonne qualité. Donc ça, c'était vraiment important. On va avoir toute la partie réglage et usinage. Et là, je vais essayer aussi de vous montrer ça. Sur notamment la molette de réglage qui est à l'arrière, sur un rabot, vous avez à l'arrière une molette. Et cette molette, elle a ce qu'on appelle un rattrapage de jeu. Ça veut dire qu'elle ne va pas tout de suite entraîner le fer. Donc pour vous montrer ça, il faut que je remonte le groupe de coupe. Donc idéalement, il faut que je le remonte dans le bon sens. On va régler un découvert correct. Voilà, et on va faire pareil avec l'autre. Où on va aussi régler un découvert à peu près correct.
Avant de remonter mes pièces, pour cette histoire de groupe de coupe, vous avez tout à fait la possibilité de changer le groupe de coupe. Alors vous allez dire que je fais la pub pour mon pote Michel Oriot, mais en attendant il propose des produits de qualité, donc je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Vous avez les lames Hock, H-O-C-K, et je vous mets le lien vers le site dans la description. Je suis pas commissionné ni machin là-dessus. Notamment chez Hock, vous pouvez trouver des fers et des contrefers et des ensembles fer contre fer compatibles avec la majorité des rabots standards, notamment pour les rabots d'établi, mais aussi pour les angles faibles ou ce genre de rabots. Vous pouvez donc, sans vous poser trop de questions, acheter ce matériel-là et ça vous permet de bénéficier sur des rabots relativement anciens ou pas forcément de super qualité, d'un groupe de coupe tout neuf. Ça va vous coûter environ entre 60 et 70 €, hein, le fer plus le contrefer. Alors bien sûr, ça vient s'ajouter au prix du rabot, mais vous n'êtes pas encore au prix du Lie-Nielsen du coup, et vous avez un rabot finalement assez correct pour un prix très raisonnable. Donc je vous encourage à faire un petit tour sur le site, et puis à aller voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je vais remonter mon groupe de coupe. Tac. Et après, on va causer de cette histoire. C'est pas droit, ça. Voilà. Et je vais remonter l'autre. Vous avez cette fameuse molette, et cette molette-là, elle tourne un petit peu dans le vide avant de reprendre sa place. Et là, on a un jeu qui correspond, alors il faudrait que je fasse une petite marque dessus, même si j'aime pas trop marquer mes petits rabots. Je vais faire un tout petit point en haut. Voilà. Et si vous regardez bien, normalement, là, vous devez voir hein, dans le plan, j'ai à peu près un tour à vide, un peu moins, chouillamment, on va dire un tour, sur celui-ci. Et sur celle-ci, on va... Voilà, donc sur celui-ci, je fais... On va dire... Alors on y va, hein. Là je suis en prise. Un tour. Deux tours. Et là je reviens en prise et le point il est juste là. Je sais pas si on verra bien sur le plan. Donc j'ai fait quasiment 3 tours. J'ai fait 2 tours et 3 quarts. Donc là aussi, c'est une qualité qui est différente. Un autre point aussi, vous connaissez peut-être la fonction du levier qui est en haut, qui permet de redresser le fer. Alors là, je fais juste... rentrer un peu le fer, parce que là, c'était n'importe quoi. Ce levier qui est en haut, là, il vous permet de régler l'équerrage du fer par rapport à la semelle assez rapidement. Hein. Vous savez, c'est le petit test qu'on fait avec la cale en bois. Et donc, vous allez appuyer sur le levier, vous allez l'emmener du côté où vous avez le plus de fer, on va dire. C'est-à-dire que si mon fer sera à gauche, je pousse à gauche et vice-versa. Et ce levier-là, bah, de la même façon, il a un petit jeu. Alors là, vous voyez, c'est le jeu, c'est-à-dire que là, ça ne fait pas bouger le fer quand je fais ça. Donc, vous voyez le jeu à peu près, je pense qu'on voit bien, là. Hein, si je vous montre, voilà, ça c'est le jeu de ce truc là. Et si je vous montre sur le stainless ce que ça donne, ça va vous faire sourire peut-être. Voilà, donc là j'ai un jeu qui est beaucoup plus important. J'essaie de vous montrer ça, mais voilà, on a un jeu de fonctionnement qui est plus important. Alors ça c'est pas très grave, mais c'est un peu chiant. Ça montre juste qu'on a une qualité d'usinage qui est complètement différente. Voilà. Après, vous allez avoir toute la rectification des surfaces. Et ça, on va en parler aussi. Notamment sur cette partie-là. On va parler des matériaux après. Hein. Voilà. Donc là, on a vraiment des surfaces qui sont usinées de manière nickel. Et là, vous allez voir que au niveau de la rectification des surfaces, c'est quand même un petit peu plus aléatoire. Voilà. Donc, ça marche quand même, mais on n'est pas du tout sur la même précision. Et je ne vais pas le démonter parce que j'ai vraiment pas envie, mais
dans le mécanisme du chariot qui est ici, il y a une grosse différence entre ces deux mécanismes-là. Ici, j'ai, et c'est pas des vis, et derrière, j'ai deux vis pointeaux. Donc là, il faut vraiment regarder ce qu'il en est. Je vais essayer de vous faire un petit... Tac. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai deux vis pointeaux ici qui sont prises dans ce que vous voyez ici. C'est pour ça que vous avez des petits traits sur ces têtes de vis là. Vous les voyez peut-être. On les voit peut-être mieux si j'éclaire. Voilà. On va dire comme ça. Voilà, donc vous avez des petits traits qui indiquent en fait les creux pour mettre les vis pointeaux. Et l'avantage des vis pointeaux, c'est que c'est extrêmement précis. Voilà, donc ça aussi c'est un point qui est important. Et enfin, dernier point, sur ce type de mécanisme, eh ben, il va vous falloir, pour régler l'avancement du chariot, démonter ces deux vis, puis ensuite, donc enlever le fer, desserrer les deux vis, serrer ou desserrer ici à l'arrière, puis remonter le fer, regardez si c'est bon. Ici, vous avez juste à desserrer à l'arrière, à avancer ou reculer votre chariot, et vous pouvez le faire avec le fer qui est monté dessus. Donc ça, c'est quand même pas mal au niveau des réglages, et ça aussi, ça explique un petit peu les différences de prix. Donc j'ai pas du tout envie de le démonter. Si vous en avez un, vous pouvez le démonter, ça peut être intéressant, mais voilà. Donc ça fait partie des différences de prix. Et puis après, vous allez avoir les matériaux qui vont jouer. Hein. On a vu qu'il y avait un petit peu des différences d'épaisseur dans les rabots. Et il y a aussi les différences de matériaux. Donc en général, au niveau des poignées qui sont en bois, on a des bois type cerisier ou noyer ou ce genre de bois chez les Nielsen. Souvent, vous allez avoir des poignées dans des bois, on va dire, un petit peu moins de bonne qualité chez les autres fabricants. Si vous tapez sur du Stanley actuel, vous avez carrément des poignées en plastique. C'est un peu désagréable quand même, faut pas déconner. Et surtout, et là c'est vraiment visible, là vous avez quand même un chariot qui est en bronze, et vous avez un petit peu le même type de fabrication sur les autres rabots chez les Nielsen, alors que là, le chariot est en acier. Voilà, donc ça aussi, ça fait des différences de prix, hein, évidemment, qui sont fondamentales. Vous allez avoir des visseries laiton chez l'un pour les poignets, et des visseries acier chez l'autre aussi pour les poignets. Alors celle-ci est en laiton, hein. Par contre celle-ci est en acier. Donc ça va dépendre un petit peu des dates de fabrication, ça. Donc voilà, tous ces éléments-là, quand on les ajoute, ça fait une grosse différence d'utilisation et dans le plaisir qu'on va prendre. Pareil, hein, si vous regardez les deux contrefers, voilà, là je suis sur un acier, un acier chromé. Bon, ça vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, ça s'est un petit peu cassé à des endroits, mais à la limite, ça, c'est peut-être une mauvaise utilisation. Ici, on a quand même un contrefer, pareil, qui est en bronze. L'avantage du bronze, c'est qu'il ne va pas rouiller. Hein, le bronze, ça ne rouille pas. Vous y passez un coup de polissage et il est tout neuf. Là, vous voyez bien, hein, une fois que le chrome est parti, on ne peut pas y faire grand-chose, quoi. À part à tout poncer, tout polir, et puis mettre un coup de graisse. Ça sera de l'acier quand même. Et ça, c'est important parce que le bronze, c'est un métal qui est auto-lubrifiant. Et notamment, quand vous allez faire avancer ou reculer votre rabot, votre fer, quand vous allez régler votre avancement du fer, il va coulisser entre les deux parties, hein, entre le chariot et le bloc d'arrêt, donc qu'on appelle aussi presseur. Donc il va coulisser entre les deux parties, et du coup il coulisse entre deux pièces en bronze. Et faire coulisser de l'acier sur du bronze, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc l'avantage c'est que ça coince pas, vous forcez pas sur les vis, etc., même si vous avez un peu trop serré, et du coup ça marche mieux, vous êtes moins embêté, c'est plus agréable, encore une fois, etc., etc. Alors que là on a de l'acier qui vient coulisser sur de la fonte ou sur de l'acier, forcément ça glisse moins bien. Je vous mets une petite vidéo de la fabrication, hein, chez les Nielsen pour vous donner une idée de la technicité du truc, mais quelques extraits.
C'est quand même des fabrications, voilà, qui ont un coût. C'est aussi tout ça qu'on paye. Voilà. Alors, encore une fois, hein, je vous ai pas fait le dictum, le jouma, etc. Il y a différentes qualités de rabot. Mais moi, ce que je voulais surtout expliquer dans cette vidéo, c'est ce qui fait qu'on va mettre 600 balles, ou 500 balles ou 600 balles dans un rabot, contre 100 ou 150 balles. Voilà. Et vous allez me dire, et les rabots rallye? Eh ben, les rabots rallye, je pense que je vais laisser Franck s'exprimer sur le sujet. Il a une idée, et je pense un avis qui est relativement synthétique et assez facile à comprendre. Ce que vous pensez des rabots rallye. Ça va pas prendre longtemps. C'est de la merde. Et pour être témoin, il en a testé un hier ou avant-hier. Il n'a pas réussi à sortir un copeau avec. Ouais, je sais, elle était facile. Bon, les rabots rallye, c'est bien sur les chantiers, voilà, faut se dire un petit peu ça. Sur du vrai rabotage, ça devient un petit peu compliqué quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but, c'était pas de déclencher des polémiques, hein. Le but, c'était surtout d'aller justifier une différence de prix autrement que par ah oui, mais c'est la marque, alors tu comprends, comme c'est de la marque, c'est plus cher. Non, c'est pas que ça. Je dis pas que ça joue pas un petit peu, mais c'est pas que ça. Si vous êtes intéressé par les rabots Lie-Nielsen, je vous mets le lien dans la description vers le site de la Forge Oriou, qui est l'importateur pour la France des rabots Lie-Nielsen, même si vous en trouverez sur d'autres sites. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir vous barrer de mon atelier, s'il vous plaît. Vous avez vu, je suis poli maintenant.